J'ai le plaisir de vous présenter Jeremy Kuhn, qui va présenter le premier séminaire. Jeremy a obtenu son doctorat à New York University et maintenant il travaille à l'École normale supérieure, à l'Institut Jean-Nicot de l'école. C'est un spécialiste de sémantique formelle, en particulier sémantique formelle et d'autres aspects de l'analyse linguistique de la langue des signes. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler effectivement des langues des signes. Parce que c'est le premier jour de ce cours et de ce séminaire, je vais on va regarder beaucoup d'aspects des langues des signes. La semaine prochaine, on a à nouveau un séminaire sur les langues des signes. Et là, vous allez plus profondément dans la syntaxe des langues des signes. Mais aujourd'hui, on va voir un peu quelles sont les langues des signes et comment ils comparent aux langues parlées. Alors, vous savez peut-être déjà que la langue utilisée par les sourds en France est la langue des signes française, la LSF. Vous savez peut-être davantage que la LSF a joué un rôle important dans l'histoire des langues des signes du monde. Il a été en fait l'ancêtre de plusieurs autres langues des signes du monde. Par exemple, la langue des signes américaine, l'ASL, et la Libres. Libres, c'est la langue des signes du Brésil. Mais cette information pose encore plus de questions. Par exemple, quelles sont les conséquences de ces liens entre ces langues des signes? Et plus généralement, comment les langues des signes sont-elles différentes les unes des autres? Donc ceci est le sujet de la présentation aujourd'hui. Mais d'abord, parce que il y a certains d'entre vous qui ont déjà vu, connaissent un peu la linguistique des langues des signes, mais peut-être d'autres qui ne connaissent pas du tout les langues des signes. Donc j'aimerais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une langue des signes? Alors les langues parlées, comme j'utilise maintenant quand je parle en français, utilisent comme articulateur la bouche, la langue. Il y a les cordes vocales qui vibrent ou non. Le signal généré, c'est linéaire, c'est des ondes acoustiques, comme on voit sur la gauche dans l'image. Et notre système perceptif, c'est le système auditif, donc les oreilles et tout ce qui est lié aux oreilles. Les langues des signes, quant à eux, sont les langues utilisées par les communautés sourdes. Les articulateurs sont les mains, le visage, les mouvements de corps. L'image est multidimensionnelle, comme une image qu'on voit devant nous. Et le système perceptif, c'est le système visuel, les yeux. Alors, pour commencer, j'aimerais débarrasser de quelques mythes que vous avez peut-être sur les langues des signes. Donc, le premier mythe, c'est-à-dire, si c'est un mythe, ce n'est pas vrai, c'est l'idée que la langue des signes est du mime. Mais en fait, il est tout à fait possible de parler de choses non tangibles en langue des signes. Des idées, de la philosophie, la mathématique, politique. Même cette présentation est traduite en langue des signes française. Et les notions qu'on aborde sont des notions assez abstraites. Juste pour montrer le fait que les mots sont arbitraires en langue des signes aussi, voici un petit défi pour vous, un jeu. Le signe, qui est signe comme ça. Voilà. Quel est le sens de ce signe? Si vous connaissez la réponse, ne dites rien, mais sinon, vous pouvez juste dire quelque chose. Voilà. À vous. Des idées? Vous pensez peut-être parler. Ouais, ça ressemble. Ou trompette. Trompette, oui. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sens de ce mot. En langue des signes française, ça veut dire « peut pas ». Bah, tu veux venir aux soirées? Non, peut pas. Voilà. Donc, aucun lien entre la forme et le sens. Juste comme arbre, le mot arbre en français, qui n'a pas de sens n'a pas de lien avec les arbres qu'on voit avec des feuilles et tout ça, qui sont verts. Mais en fait, ça c'est juste le sens en langue des signes française, parce qu'en langue des signes américaine, il se trouve que le même mot a un autre sens. C'est une manière de dire maman en langue des signes américaine. Voilà. Il y a aussi celui-là, mais ça c'est un autre. Maman.
même quand il y a de l'iconicité dans les langues des signes, ce qui est représenté iconiquement n'est pas prédictible. Donc, par exemple, voici deux mots pour le signe oiseau, pour le mot oiseau, en langue des signes israélienne et en langue des signes américaine. Sur la droite, sur votre gauche, vous voyez les ailes, voilà. Donc ça c'est en langue des signes israélienne. Sur la droite, en langue des signes américaine, ça représente le bec. Mais si je parle en langue des signes américaine et je dis j'ai vu un et je batte les ailes, c'est juste comme si je parlais en français et je dis ah j'ai vu un. Ce n'est pas le mot pour oiseau, c'est juste un geste que tu pourrais faire. Il comprendrait comme vous comprenez si je fais ça en français. Un deuxième mythe que vous avez peut-être, c'est que la langue des signes est universelle. Évidemment, j'ai déjà donné des exemples de la langue des signes française, langue des signes américaine, langue des signes israélienne. J'ai déjà évoqué la langue des signes brésilienne. Donc, évidemment, les langues des signes ne sont pas universelles. Voici un photo que j'ai prise moi-même à une colloque sur les langues des signes. Ici, on a à votre droite Dr. Peter Hauser, un chercheur américain qui présente en langue des signes américaine. Sur la gauche, sur sa droite, sur la scène, il y a quelqu'un qui traduit, qui interprète en langue des signes britannique. Et puis, tout le long de la scène, il y a 4 autres interprètes qui interprètent exactement le même discours en d'autres langues des signes. Il y a également, dans le premier rang, un interprète qui interprète en anglais, pour tous ceux qui ne comprennent pas un de ces 6 langues. Je veux juste montrer que cette mythe est assez répandue, parce que voici une image de Airbnb.com. Ils disent quand vous voyagez, c'est bien de savoir si vous pouvez communiquer ou non avec votre hôte. Donc, quelle langue est-ce que vous parlez? Donc, voici, j'ai coché anglais, j'ai coché français, et puis, sur la droite, il y a Sign Language, langue des signes. En fait, il pourrait y avoir 20 autres, il y a combien de 40 boîtes ici, on pourrait avoir encore 40 avec langue des signes américaine, langue des signes japonaise, langue des signes israélienne. Ou bien, simplifions, juste 2 boîtes, langue des signes et langue parlée. Ou bien juste une boîte où on entre manuellement les langues qu'on parle. Alors, j'aimerais faire quelques remarques sur l'histoire des langues des signes. Une question qu'on me pose souvent quand on arrive à ce moment dans le séminaire, c'est pourquoi y a-t-il autant de langues des signes? D'accord, on a évoqué la langue des signes américaine, la langue des signes britannique, etc. Mais pourquoi il y a autant? Ne serait-il pas plus simple s'il y avait une seule langue? Mais en fait, pareil pour les langues parlées. Je pense que pour comprendre d'où vient cette question et comment répondre à cette question, il y a 2 points qu'il faut souligner. La première, c'est les langues des signes, comme les langues parlées, ne sont pas des langues inventées. Il n'y avait pas une comité qui s'est assis et dit « bon, on va inventer une langue pour les pauvres sourds ». Non, en fait, l'émergence d'une langue est organique et provient d'une communauté, pas une autorité. Donc en fait, c'est juste quand on a des personnes ensemble qui ont besoin de communiquer que les langues émergent. Le deuxième point, que les langues changent et les langues évoluent. Donc même si l'italien et le français ont un ancêtre commun dans le latin, maintenant, parce qu'il a été des siècles depuis, les 2 langues sont séparées. Donc même si vous parlez très bien français, ce n'est pas donné que vous parlez italien. Une question qu'on pourrait poser, c'est quel facteur favorise la divergence des langues? Et parmi ces facteurs, il y a le fait qu'il y a des petites communautés qui sont isolées les uns des autres. Donc, si on retourne à l'italien comme un exemple, en fait, l'italien est connu comme une langue en Europe qui a beaucoup de dialectes. Donc, si quelqu'un au nord d'Italie parle avec ou au sud d'Italie parle avec leur dialecte, le dialecte local, les personnes dans le nord d'Italie ne comprennent pas forcément, ou bien pas tout.
Donc c'est assez connu pour ça. Alors, d'où vient cette fragmentation linguistique? En fait, il vient des raisons politiques et historiques. Voici une carte que j'ai prise de Wikipédia de Italie en 1000, l'année 1000, et on voit qu'il y a plein de petites régions politiques qui sont séparées les unes des autres. Et donc cette fragmentation politique a donné lieu à une fragmentation linguistique aussi. Peut-être un exemple encore plus frappant, c'est l'exemple de la Vanuatu. Vous connaissez où se trouve Vanuatu? C'est une petite île au Pacifique. Il se trouve que ce pays est peut-être le lieu au monde qui est le plus divers par mètre carré, c'est-à-dire le plus grand nombre de langues parlées par mètre carré. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? En fait, si on regarde la carte, on voit exactement pourquoi. Parce qu'il y a plein de petites îles, et sur chaque île, il y a des montagnes qui séparent les communautés les uns des autres. Donc ici, on a une fragmentation linguistique pour des raisons géographiques. Alors, de cette perspective, retournez aux communautés sourdes. Imaginez des communautés sourdes avant Zoom, même avant l'enregistrement vidéo. Comment est-ce que quelqu'un à Paris pourrait parler avec quelqu'un à Marseille en langue des signes? En fait, c'est impossible parce qu'il n'y avait pas de téléphone visuel. Et donc, en fait, les petites communautés sourdes sont des vraies îles linguistiques. C'est seulement récemment que la communication à longue distance a été devenue beaucoup plus facile. Donc, c'est tout à fait naturel que nous trouvons une diversité linguistique parmi les langues des signes aussi. Au sein de cette fragmentation, j'aimerais ajouter qu'il existe une force unificatrice dans l'histoire des langues des signes, et ça, c'est les écoles pour les enfants sourds. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que les entendants, en guillemets, enseignent aux enfants la bonne façon de parler. Non, plutôt, c'est juste le simple fait d'assembler les enfants sourds, créer une communauté. Il y a tous les enfants qui sont ensemble, ils ont un but en commun, c'est d'apprendre les maths ou le français ou quoi que ce soit. Mais en fait, ils sont ensemble et donc ils parlent entre eux. Donc ça crée une communauté et ça crée un environnement où une langue peut émerger et développer et être transmise. En France, il se trouve qu'il y avait une école notable, celle fondée par l'abbé de l'Épée en 1760. Vous connaissez peut-être ce lieu, cette école déjà? En fait, il est pas loin d'ici, c'est dans le quartier latin. Il faut juste sortir du bâtiment pour la rue Saint-Jacques, monter, et à 10 minutes à pied, on se retrouve. C'est toujours une école pour les enfants sourds. C'est maintenant l'Institut des jeunes sourds de Paris. Cette école, en 1760, était unique pour, je dirais, au moins 3 raisons. La première, c'était que c'était la première école à offrir l'éducation gratuite aux enfants sourds. L'abbé de l'Épée, c'était un homme de la toile, un homme religieux, et donc il avait cette motivation religieuse d'aider les enfants sourds. Et il a écrit une lettre très convaincante au roi à ce moment-là et a réussi à avoir une grande bourse pour établir cette école. Et ça voulait dire que ce n'était pas nécessaire de payer pour envoyer tes enfants à cette école si c'était nécessaire. Un deuxième point très important, c'était la philosophie pédagogique. C'était une instruction en une langue visiblement accessible. C'est-à-dire, on n'empêche pas les enfants d'utiliser les mains et de parler à la place, mais en fait, c'est un extrait d'une chose qu'il a écrit à lui-même. Nous instruisons nos élèves dans la langue qui leur est propre, c'est-à-dire la langue des signes. En vrai, c'était toujours en 1760 et il n'avait pas une très bonne fondement dans la linguistique et donc il ne comprenait pas tout à fait que c'était une langue comme la nôtre et donc il a essayé de créer une langue pour eux.
mais de toute façon, cette idée d'utiliser les mains pour communiquer avec quelqu'un de sourd était une idée qui n'était pas répandue. Donc en Angleterre, en fait, ils étaient interdits d'utiliser les mains pour communiquer à l'école. Et troisième point, c'était à terme, ils avaient des professeurs sourds dans cette école. Évidemment, les professeurs sourds sont des personnes qui eux-mêmes utilisent la langue des signes française et qui pouvaient transmettre de manière plus naturelle et plus organique aux enfants qui y étaient. Et donc, pour ces trois raisons, d'abord parce qu'elle marchait, cette méthodologie marchait, et aussi parce qu'elle était gratuite, ce n'était pas un secret comme le recette de Coca-Cola, il était ouvert, il écrivait, il décrivait dans des articles ce qu'il faisait. La méthode de l'abbé de l'épée, et donc la LSF plus généralement, a été diffusée à travers le monde. Donc quelques transmissions notables étaient en 1817. Laurent Clark, qui était un professeur sourd de l'école de l'abbé de l'épée, est allé aux États-Unis avec Thomas Gallaudet, qui était un Américain, pour fonder la première école pour les enfants sourds en Massachusetts. Et puis, en 1857, il y avait Édouard Huet, qui est allé au Mexique et au Brésil. Ça, c'était le début de la Libras et la langue du signe mexicaine. Depuis, évidemment, toutes ces langues ont évolué, donc ils ne sont plus le même que la langue du signe française, mais c'était l'origine de ces langues. Ça, c'est la fin de la partie historique, mais je voulais évoquer le travail de Yann Quentin. Il écrit des articles scientifiques, mais il a aussi un blog où c'est pas tout à fait à jour maintenant, mais il écrit des choses pour le grand public aussi. C'est un maître de conférences sourd à Paris 8 qui est spécialiste de l'histoire des sourds et l'histoire des langues des signes. Alors, nous avons donc vu à peu près pourquoi les langues des signes varient. La question principale pour le reste de ce séminaire, c'est comment les langues des signes varient-elles? Et on peut poser la même question pour les langues parlées, en fait. Comment l'anglais est différent que le français? Comment l'italien et le japonais sont-ils différents? Il y a différentes manières de variation. Par exemple, le vocabulaire. On a déjà vu ça pour les langues des signes, mais les mots qu'on utilise dans les deux langues sont différents. Comment former les phrases à partir des mots? Ça peut différer. Ça s'appelle la syntaxe. Les systèmes des sons, les accents qu'on entend, ça s'appelle la phonologie. Et puis le sens des mots et des phrases, qui s'appelle la sémantique. Donc, tous ces lieux de variation dans la langue parlée sont aussi les lieux de variation pour les langues des signes. Alors, commençons avec la syntaxe. Voici un exemple de variation syntaxique juste entre français et italien. Si je vous demande qu'est-ce que Pierre a fait ce matin, en français, on peut répondre avec la phrase dans le numéro 1. Il a mangé du chocolat. Là, le sujet de la phrase est obligatoire. On ne peut pas dire la phrase en deux sans le sujet. A mangé du chocolat. C'est juste pas une bonne phrase. Mais en italien, l'équivalent, la phrase équivalente, en 3, est parfaitement grammaticale. C'est parfaitement acceptable. Je ne vais pas essayer de prononcer, sinon les Italiens vont me juger. Exactement. Merci. Et donc, pour la LSF, on peut poser la même question. Est-ce que le sujet est obligatoire ou non? Moi, je vais déjà donner les réponses. Les réponses, c'est comme l'italien et pas comme le français. Le sujet n'est pas du tout obligatoire. Donc, je vais montrer l'exemple sur l'écran. Ce matin, mange chocolat. Pas de sujet, la phrase est bonne. Un deuxième exemple de la variation syntaxique. Comparons l'italien parlé avec la langue des signes italienne.
En italien, l'objet, le COD, apparaît après le verbe. N'est-ce pas? Comme en français. Donc, Jean a commandé un café, ou le café. En langue des signes italienne, que je vais appeler lis, c'est l'inverse. Le COD précède le verbe. Okay. En italien, si on a un verbe modal, comme pouvoir, ça précède le verbe. Jean peut signer le contrat. Mais en langue des signes italienne, c'est l'inverse. Il suit le verbe. Si on ajoute une négation à la phrase, le négation précède le modal. Jean non peut signer le contrat. Mais en langue des signes italienne, c'est exactement l'inverse. Il y a peut-être un peu de morphologie sur les deux derniers mots, mais on a des raisons pour penser que la structure est celui-ci. Et donc, en fait, la langue des signes italienne et l'italien parlé sont l'inverse l'un de l'autre. C'est un peu étonnant. Pourquoi ils sont des miroirs, une image. La lis est l'inverse de l'italien. Mais en fait, si on regarde la typologie des langues du monde, la langue des signes italienne entre tout à fait dans la typologie connue. Avec des terminologies linguistiques, on dit que l'italien est une langue à tête initiale. On dit que la langue des signes italienne est une langue à tête finale. Et donc, en fait, la langue des signes italienne, même si ce n'est pas le même que l'italien, c'est la même structure en général que le japonais, qui a lui aussi le COD avant le verbe et la négation après le verbe. Donc, notre première conclusion, c'est que la grammaire d'une langue des signes ne dépend pas de la grammaire de la langue parlée qui est utilisée par les entendants dans la même communauté. Mais, cependant, les langues des signes s'inscrivent dans les typologies de variations connues. Elles ne sont pas des langues aliènes, ce sont des langues humaines. Elles font partie du même système cognitif abstrait. Alors, passons maintenant à la phonologie des langues des signes. Là, vous avez peut-être une doute. Parce que, évidemment, phonologie, c'est l'étude du son. Et en langue des signes, il n'y a pas de son. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir une étude du son des langues des signes? Mais en fait, en linguistique, les linguistes ont une manière plus abstraite de définir le domaine de la phonologie. Donc, on dit que la phonologie, c'est le système, c'est un peu long ici, le système combinatoire abstrait qui manipule les unités dépourvues de sens. Donc, pour les langues parlées, ces unités dépourvues de sens sont les sons. Pour les langues des signes, c'est des mouvements corporels. Alors, j'aimerais expliquer ce que je veux dire par les unités dépourvues de sens. Alors d'abord, système combinatoire. Système combinatoire, ça veut dire que je prends des choses et je les mets ensemble. Donc, le niveau syntaxique, c'est aussi un système combinatoire, mais c'est la combinaison d'unités pourvues de sens. Donc, Jean aime Marie, comme on voit sur la diapo, est une phrase grammaticale avec un sens. Marie aime Jean, sur la droite, est une autre phrase qui a un sens, c'est une phrase différente. Mais là, et j'ai pris des mots, je les ai mis ensemble dans un certain ordre, mais là, le sens de la phrase dépend du sens des mots, le sens de Jean, le sens de M et le sens de Marie. Le niveau phonologique, c'est aussi la combinaison d'unités, mais là, les unités sont dépourvues de sens. Par exemple, en français, si je prends les unités R et O et B, je peux les mettre ensemble pour faire les 4 mots, ici, robe, bord, bro, orbe.
Mais les unités ici sont dépourvues de sens parce qu'on ne dit pas que le re en robe contribue quelque chose au sens robe. Quand on regarde, et donc on peut faire avec cette nouvelle définition, je ne fais pas référence au sens du tout. Je fais seulement référence aux unités dépourvues de sens. Pour les langues parlées, on parle des 3 paramètres phonétiques, les 3 paramètres macro phonétiques. C'est le lieu d'articulation, le mode d'articulation, le voisement. Je vais donner un exemple dans un instant. Pour les langues des signes, c'est exactement parallèle. On parle de 4 paramètres phonétiques. Il y a la configuration manuelle, l'emplacement sur le corps ou dans l'espace, le mouvement et l'orientation. Donc, je vais donner des exemples dans un instant. Dans les langues parlées, on peut trouver des paires minimales, c'est-à-dire pour chaque paramètre, c'est-à-dire 2 mots qui sont différents seulement dans un paramètre, mais qui ont des sens différents. Donc, par exemple, pour le lieu d'articulation, c'est où est la langue dans la bouche, ou les lèvres. Donc, pou, tout et cou, c'est la même manière de former les sons, mais c'est les lèvres, la langue sur le palais ou la langue un peu derrière le palais. 3 mots différents. Le mode d'articulation, ici, la langue est toujours sur le palais, mais on dit do, no, zo. Et la manière qu'on laisse l'air traverser la bouche change le sens encore. Pour le voisement, on a des exemples comme bu ou pu ou so et zo. Voilà. Là, on peut faire une expérience. Tout le monde fait avec la main sur la gorge et puis il fait zzz. Et on voit que le deuxième, on sent, mais il faut vraiment dire zzz, il ne faut pas dire zzz, non. Zzz, on sent que les cordes vibrent. Pour l'instant, c'est la différence en voisement. Dans les langues des signes, on peut également trouver des paires minimales. D'abord, c'est la configuration manuelle, la forme de la main. Ici, j'ai 2 signes. Le premier, c'est pardon. Le deuxième, c'est émel. Donc, pardon et émel. Seule la configuration de la main est différente. Deuxième exemple, c'est seulement l'orientation qui est différente. Est-ce que la main a la paume tournée vers le haut ou vers le bas? On voit métro et fax. Deuxième signe, pas très utile aujourd'hui, mais le mot existe quand même. Ensuite, intelligent et sentir, un petit mouvement rotatif, ici, où on est. Et le sens est différent. Seule différence, c'est le lieu d'articulation. Dernier exemple, c'était le mouvement. Donc ici, sur la droite, on a train. Et une manière de dire chair, comme ça. Il y a d'autres manières de dire chair. La seule différence, la configuration est la même, emplacement le même, orientation le même, mais quel est le mouvement? C'est seulement le mouvement qui est différent. On peut aussi décomposer les paramètres phonologiques en des descriptions plus précises. Donc, pour les langues parlées, il y a tous les mots techniques qu'on utilise. Qu'on continue, est-ce que le son peut continuer ou non? On peut continuer à z, mais on ne peut pas continuer à de. Voilà. Pour les langues des signes, il y a également des traits, des décompositions plus précises. Par exemple, dans les configurations manuelles, est-ce que la pouce est étendue ou non? Est-ce que les doigts sont fléchis? Est-ce que ça utilise la partie ulnaire de la main, c'est-à-dire la partie sur le côté sur le petit doigt? Combien de doigts sont utilisés dans la forme de la main? Et avec ces traits plus précis, on peut trouver des contrastes qui existent dans une langue
qui n'existe pas dans une autre. Donc, par exemple, en langue latino-américaine, il y a une différence entre un mouvement rotatif vers l'avant et vers l'arrière. Donc, je vais montrer deux exemples. C'est un pair minimal, roulé vers l'avant, et puis signé, c'est vers l'arrière. La seule différence, c'est le mouvement. Mais en langue des signes italienne, ce trait n'est pas contrastif. Tous les signes, à l'exception de certains signes iconiques, ont un mouvement vers l'avant. Un autre contraste qui existe dans une langue, mais pas une autre, c'est la configuration manuelle qu'on appelle le W. Voilà, c'est comme ça. Ça existe dans la langue latino-américaine, dans le mot pour monde. Je vais montrer ça. Monde. Mais en langue des signes italienne, cette configuration n'existe pas. Alors, les emprunts, les mots empruntés, peuvent donner une fenêtre sur le niveau phonologique. Donc, je vais d'abord donner un exemple en français et anglais, comme ça vous avez une idée de quoi je parle. En anglais, on a un mot, je vais le dire avec un accent américain, has been. Ça veut dire une personne qui a eu du succès ou de la notoriété qui ne l'a plus. Ce mot a été implanté en français, has been. Voilà, il est tellement has been. Voilà. Ça veut dire que la personne, voilà, il a eu du succès, mais plus maintenant, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, ce mot a un H qu'on n'a pas en français. Le voyelle A et E n'existent pas tout à fait en français. Et donc, on a adapté le mot à la phonologie française. On a supprimé cet H. Et puis la A et le E, on l'a transformé dans d'autres voyelles qui sont plus ou moins pareilles, le A et le I, has been, pour avoir une autre forme du mot qui est adaptée à la phonologie française. Donc on voit une représentation phonologique sous-jacente qui est transformée dans une forme de surface. Nous voyons exactement le même processus dans les langues des signes. Donc en langue des signes américaine, le signe pour workshop utilise la configuration avec un W. Je vais montrer le signe. Workshop. Ça commence avec un W. En langue des signes italienne, on a dit que cette configuration n'existe pas. Donc, comment est-ce qu'on imprinte ce mot en langue des signes italienne? En fait, on fait le même jeu, on joue le même jeu. Quelle est la forme qui est la plus proche au W avec lequel on pourrait le remplacer? Donc peut-être 2 doigts ou peut-être 4 doigts. Il se trouve qu'en langue des signes italienne, c'est signé avec 4 doigts. Je vais refaire ça. Voilà. Juste comme les voyelles qui s'adaptent en français quand on n'a pas les voyelles anglais. Encore un exemple d'une représentation sous-jacente qui est transformée dans la forme de surface. Alors, j'aimerais utiliser la phonologie pour appuyer sur une autre question. C'est un projet qui était récemment achevé dans notre groupe de recherche à l'ENS. La question est la suivante. Comment les langues des signes du monde sont-elles reliées les unes aux autres? Alors, méthodologiquement, comment est-ce qu'on peut même aborder cette question? Une première possibilité, c'est la documentation historique. Donc, par exemple, on a déjà vu qu'il y a une trace écrite qui dit que Laurent Clerc est allé de France aux États-Unis pour fonder une école. Voilà. On sait que l'ASL et les libraires sont descendus de la LSF. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de documentation. Même si on a à peu près des idées de les dates que les écoles étaient fondées, on n'a pas de traces écrites parce qu'il n'y a pas dans la langue des signes eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de forme écrite des langues des signes. Donc une deuxième stratégie qu'on peut utiliser, c'est de regarder le vocabulaire et la phonologie. On regarde le lexique contemporain. S'il y a deux langues qui partagent beaucoup de signes,
on dit qu'elles sont probablement liées. S'il y a deux langues qui ont une phonologie similaire, on dit qu'elles sont probablement liées. Cette stratégie a déjà été utilisée pour les langues parlées, bien entendu. Par exemple, ici, sont plein de mots. Voilà, français, celui-ci. On a le mot pour tarte, arbre, maison et cœur dans cette langue. En différentes couleurs, j'ai souligné les mots qui sont similaires. Donc, par exemple, arbre en français et albero en italien et arbol en espagnol ont tous une similarité, même si ce n'est pas tout à fait le même mot. Ils sont différents que tree et trait en anglais et norvégien, mais ces deux mots eux-mêmes sont similaires les uns aux autres. Et en néerlandais et en allemand, on a baum et boom qui sont encore similaires. Donc, quand on regarde à ces deux mots, on peut commencer de faire une sorte de phylogénie pour faire des catégories des familles des langues. Donc, on peut faire exactement le même jeu avec des langues des signes. Donc, juste pour donner un exemple, c'est le mot pour le signe avec le sens encore. Donc, commençons en France, avec la langue des signes française. Encore. États-Unis. Encore. Même configuration manuelle, même mouvement, mais sauf que c'est pas répété, c'est à légère différence dans le mouvement. Langue des signes espagnole. Configuration manuelle différente, mais c'est exactement le même mouvement qu'en langue des signes américaine. C'est à peu près comme les différences entre arbre, arbol et tout ça. Comparons ça au même mot en langue des signes chinois. Rien à voir. Ouais. Langue des signes japonais. En fait, c'est le même qu'en langue des signes chinois. Ouais. Si on regarde ces trois langues de l'Europe de l'Est, donc on a des configurations manuelles un peu différentes, mais on voit le même mouvement dans chaque cas. Et donc, dans mon laboratoire, c'est Abner, elle est passée à Michigan, mais il y a d'autres collègues dans mon laboratoire qui sont dans l'équipe. Dans un article récemment publié en Science, ils ont fait ça avec 100 signes tirés de 24 langues des signes, utilisé des modèles statistiques. Et j'ai les résultats ici. Nous voyons une petite famille avec la langue des signes autrichien, langue des signes allemand, la langue des signes de tchèque. C'est les trois pays qui sont juste l'un à côté de l'autre. Une autre famille qui a la langue des signes russe, langue des signes ukrainienne, langue des signes lituanienne, langue des signes latvien, Lettonie et langue des signes estonienne. Voilà. Que j'ai mis en vert ici. Et on voit encore, c'est tout à fait compréhensible comme un groupe de langues. Et puis, en bleu, on a la langue des signes britannique et la langue des signes nouveau-zélandais. Évidemment que j'ai triché un peu parce que le Nouveau-Zélande n'apparaît pas ici dans la Manche, mais plutôt sur l'autre côté du monde. Mais par contre, nous savons que les premières écoles pour les sourds au Nouveau-Zélande étaient établies par les Britanniques pour des raisons historiques. Et donc, tout ça, c'est à partir juste de la lexique contemporaine. Il n'y a pas d'informations historiques, c'est-à-dire de forme écrite, qui ont donné lieu à qui a quand même donné lieu à des groupes qui sont tout à fait compréhensibles. Donc, résumé pour la phonologie, même la phonologie, inventée pour analyser les sons du langage, a un équivalent en langue des signes. Et analyser la variation phonologique nous donne un aperçu à une histoire autrement cachée.
Alors, passons à la sémantique, le sens dans les langues. Je vais commencer avec un exemple. Quelle est la signification? Question pour vous. Quelle est la signification du mot français « rien » ? Vous avez des suggestions? Que veut dire « rien » ? Absence. Absence, peut-être. Vide. Donc, absence, vide. Très bien. Mais par contre, si je n'ai rien mangé, ce n'est pas le cas que j'ai mangé une vide. Ce n'est pas le cas que j'ai mangé une absence. Donc, c'est un peu difficile de donner une... Même si après, on a une vide dans le ventre, si je n'ai rien vendu. Mais, en fait, c'est compliqué. On dit, ça entraîne l'absence de quelque chose que j'ai mangé. Voilà. Ça nie l'existence de quelque chose qui a une certaine propriété. OK. Bon. On ne va pas donner un cours de sémantique formel ici, mais je vais passer à une autre question, peut-être plus facile. Quelle est la signification du mot anglais « nothing » ? Ah, ça doit être le même. Ça nie l'existence de quelque chose avec une certaine propriété. Donc, c'est le même que le français « rien », n'est-ce pas? Sauf que, en fait, ce n'est pas tout à fait le même, parce qu'en français, on peut dire « personne n'a rien vu ». Ça veut dire il n'y avait personne qui a vu quelque chose, rien n'a été vu. Mais si je dis en anglais « nobody saw nothing », on interprète cette question pour nier le fait qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait rien qui était vu. C'est-à-dire, ça dit que que tout le monde a vu quelque chose. Ouais. Et donc, la définition qu'on donne aux personnes ne peut pas être la même que la définition qu'on donne à nobody. Évidemment, ils sont proches, mais il y a une petite différence dans les deux. Donc, on observe que la variation interlinguistique comprend la phonologie, la syntaxe, mais également la sémantique, qui peut être assez subtile. Cette variation entre mots négatifs est en fait quelque chose qui est étudié de la perspective typologique. Il y a en gros 3 catégories des langues. Il y a des langues avec une négation indépendante, comme l'anglais, pour dire nobody called, personne n'a appelé. Il suffit d'un seul mot, nobody. Il y a ensuite des langues avec une négation redondante, comme le russe ou le grec, où il est obligé d'ajouter un deuxième mot négatif. Donc, littéralement, c'est personne non appelé, personne pas appelé. Et puis, il y a des langues où ça dépend de la syntaxe. Donc, par exemple, en italien, si le mot négatif suit le verbe, il faut ajouter la négation avant. Si la négation précède le verbe, la négation n'est pas nécessaire. Ouais. Jouant le même jeu avec les langues des signes, il se trouve qu'on a exactement le même paramètre de variation. En langue des signes italienne, contrairement en italien parlé, c'est une langue avec une négation indépendante. Donc on dit simplement, où que soit le mot négatif dans la phrase, personne téléphone ou téléphone personne. La langue des signes russe, contrairement au russe, je pense qu'il y a un bouton que j'appuie. Je ne sais pas où. Voilà. C'est une langue où les propriétés sémantiques dépendent de la syntaxe. Quand le mot négatif est au début de la phrase ou avant le verbe, il faut une négation. Quand le mot négatif suit le verbe, la négation n'est pas nécessaire. Vous avez peut-être remarqué une petite différence entre l'italien parlé et la langue des signes russe. En fait, ils sont miroir, image. Dans l'italien, c'est quand le mot négatif suit le verbe qu'il faut un autre marqueur de négation. En langue des signes russe, c'est l'inverse. Ça vous rappelle peut-être le même paramètre de variation qu'on a vu tout à l'heure, avec certaines langues qui vont à la gauche et l'autre qui vont
de droite à gauche, l'autre qui vont de gauche à droite. Puis utiliser les mêmes outils pour analyser ces langues. Une autre dimension de la variation sémantique, c'est la pluralité. Donc en français, on a une morphème pour la pluralité nominale. Quand par exemple, ça transforme un cheval en chevaux. Voilà. Dans d'autres langues, il se trouve qu'il y a un morphème pour la pluralité verbale. Le sens est donc qu'il existe une pluralité d'événements. On appelle ça la pluriactionnalité. C'est le mot technique pour ça. Juste une petite étoile pour montrer que c'est une propriété qui existe dans plein de langues du monde. Dans Hausa, qui est une langue, c'est cette étoile ici en Afrique, la pluriactionnalité est montrée avec un redoublement du verbe. Donc si on dit appeler, ça prononce avec le morphème c'est kir, kir. Si on le redouble, kir, kira, ça veut dire appeler plusieurs fois. Mais en fait, ce mot ici, cette expression ici, kir, kira, est ambigu. Il peut décrire deux situations. Soit une personne appelle une autre plusieurs fois, ou bien c'est une personne qui appelle, peut-être simultanément ou peut-être non, plusieurs autres personnes. Ouais. On peut représenter ça schématiquement avec les graphiques ici, avec temps sur l'axe X et le θ montre les participants de l'événement sur l'axe Y. Alors, en langue licine française, on trouve des stratégies de pluriactionnalité également. C'est encore avec une réduplication, un redoublement du verbe. Le verbe oublie en langue licine française se signe comme ça, oublie. Dans cet exemple, on le verra répéter avec la même main plusieurs fois. Souvent, une personne oublie un mot. Et l'essence est qu'une personne a oublié un mot plusieurs fois. Deux exemples avec le mot arrive, elle va signer, arriver c'est ça. Elle va le signer en alternant les deux mains. C'est un redoublement, mais utilisant les deux mains en alterné. Ami, arrive. Le sens cette fois-ci, c'est que chacun de mes amis est arrivé. Plusieurs événements, mais en fait, c'est différent par participant. Et en fait, les deux stratégies qu'on a vues, répéter avec une seule main, ou bien utiliser les deux mains en alternance, donnent lieu à deux sens différents. Et ces deux sens sont exactement les deux dimensions qu'on a vues tout à l'heure pour le mot kir en Hausa. Quand on répète avec un seul mot, avec la même main, ça veut dire que les événements sont distribués dans le temps. Si on utilise les deux mains, ça veut dire que, par exemple, avec le verbe oublie, que plusieurs personnes ont oublié quelque chose, ou bien comme moi, j'ai oublié plusieurs objets. Je pense que c'est important de noter que le français n'a pas cette stratégie. On ne peut pas dire Jean oublie un mot pour dire qu'il a oublié plusieurs mots. Donc c'est différent le français et la langue licine française. On a vu tout à l'heure que le français a une marquage redondante de la négation. Personne ne m'a rien donné. Il se trouve que la pluriactionnalité en langue licine française montre une redondance similaire. Quand je dis tous les jours, un livre j'en donne avec le redoublement de données,
cette phrase a une interprétation dans laquelle, sur chaque jour, il m'a donné un livre, mais parce qu'il y avait plusieurs jours dans la semaine, j'ai reçu plusieurs fois des livres. Ce n'est pas le même sens en français. On n'obtient pas le même sens si on dit la phrase en 7. Tous les jours, Jean me donne un livre plusieurs fois. La phrase en 7 a seulement le sens que lundi, elle m'a donné plusieurs livres, ou un livre plusieurs fois. Mardi, il m'a donné un livre plusieurs fois. Mercredi, il a donné un livre. Donc, français n'a pas de marquage redondant de pluriactionnalité, mais la LSF, si. Alors, juste pour résumer ce qu'on a vu ici, encore, on a vu que les langues des signes s'inscrivent dans les typologies de variations connues. Et les données provenant des langues des signes apportent souvent de nouvelles perspectives. Donc, par exemple, on a vu que la langue des signes russe est l'image miroir de l'italien qui pourrait nous en informer sur les systèmes plus généralement. Quelles sont les règles en place pour avoir les deux profils de données. Ensuite, on a vu que la redondance négative, qu'on voit en français, en italien, etc., a des parallèles avec la redondance plurielle, qui n'existe pas en français de la même façon, mais qui existe en langue des signes française et qui existe aussi dans les langues comme Hausa. Pour les raisons de temps, je vais juste passer aux conclusions. Les langues des signes, on a vu, sont des langues naturelles. Elles ont des histoires uniques. Elles ont des grammaires indépendantes. Elles ne sont pas dépendantes des langues parlées. On a vu que les langues des signes s'inscrivent dans des typologies de variations connues, de le plan syntaxique, sémantique et même phonologique. On a une manière de décrire ce que ça veut dire d'avoir une phonologie pour une langue des signes. Donc on conclut qu'elles font partie du même système cognitif abstrait. C'est le système qui a été appelé par Steven Pinker dans son livre célèbre « L'instinct du langage ». J'aimerais aussi observer que la linguistique des langues des signes est une voie à double sens. De l'un côté, la linguistique théorique peut informer l'étude des langues des signes. Par exemple, on a vu qu'une analyse statistique de traits phonologiques nous a permis de reconstruire une histoire autrement cachée, qu'on n'avait pas avec seulement les traces historiques. Mais l'inverse est vrai aussi. Les langues des signes peuvent informer la linguistique théorique. Par exemple, on a renforcé et enrichi la typologie de la concordance négative, c'est-à-dire cette redondance dans les formes négatives. Et on a démontré des parallèles entre la sémantique de la négation et la sémantique de la pluralité. Donc, pour conclure, les langues des signes font eux aussi partie de notre patrimoine linguistique. On voit que lorsqu'on lui donne une chance, le langage s'épanouit. Mais une condition préalable pour des langages, c'est l'accessibilité. L'accessibilité en éducation, l'accessibilité en société. Et l'accessibilité n'est pas un fait accompli. Il demande du temps, de l'argent et du travail d'assurer qu'une communauté peut avoir un accès aux sociétés. Et surtout, je veux souligner que si les langues des signes sont si répandues aujourd'hui, ce n'est pas juste parce qu'il y avait cet homme, l'abbé de l'épée, qui a eu des bonnes idées, mais en fait, c'est surtout grâce aux sourds eux-mêmes, présents bien avant l'abbé de l'épée et présents après l'abbé de l'épée, qui luttent encore aujourd'hui pour avoir ces droits à l'accès à la société, à l'éducation et communication. Donc c'est là que j'aimerais terminer mon intervention. Merci beaucoup pour votre temps.